Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Pour commencer, si vous avez vu ma précédente vidéo titrée « La chute de l'Empire », j'avais intégré dans la vidéo des informations au moment où j'étais en train de faire le montage concernant une tentative d'assassinat ou une tentative d'attentat contre Poutine. Il se trouve que l'information a circulé un peu sur certains réseaux. La source de cette information, elle est britannique, sur 3 supports, The Sun, de Daily Mail et de Irish Tribune, je crois. Et j'avais mis un petit peu présumé, parce que j'attendais de voir un petit peu des informations complémentaires, j'attendais de voir que les agences de presse réagissent. Or, on n'a absolument aucune réaction des agences de presse, que ce soit AP, que ce soit Reuters ou que ce soit AFP. Même sur Twitter, pas d'informations, si ce n'est avec éventuellement un hashtag correspondant. Et hier, il se trouve que l'information que j'ai pu voir sur le tweet de Laurent Saïm, que le Kremlin a communiqué en disant que non, il n'y a pas eu de tentative d'attentat sur Vladimir Poutine. Quoique le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où vient la source. Alors j'ai même essayé de regarder sur Telegram, nous connaissons Telegram, pour voir si des sources provenant de Russie, etc., pouvaient éventuellement expliquer d'où vient cette information. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui a émis cette information. Donc en réalité, on ne sait pas s'il y a bien eu un événement, mais que pour des raisons politiques ou géopolitiques, on a une fâcheuse tendance à vouloir cacher l'événement, parce qu'évidemment, si tentative il y a, ça veut dire qu'il y a derrière des auteurs, il y a des organisations, il y a des logistiques et forcément des soutiens. Donc, comme je vous l'avais plus ou moins incrémenté dans ma vidéo, donc je vous rassure, apparemment, donc il n'y a pas eu d'attentat ou de tentative d'attentat contre Vladimir Poutine. Suivons quand même les événements. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que Poutine devait se rendre à la réunion de la coopération de Shanghai. Et bien finalement, pas de surprise, le président chinois Xi Jinping a confirmé son alliance avec la Russie, et qui plus est, plus particulièrement dans sa compétition de gros bras avec les Américains et l'Occident d'une manière générale, elle ne peut pas, la Chine, se passer d'alliés, et qui plus est d'alliés comme la Russie, ou l'Iran, ou l'Inde, ou d'autres pays. Donc, on est un petit peu dans la merde, parce que là, tout d'un coup, l'Occident, qui attendait peut-être que Xi Jinping fasse un petit recul par rapport à l'Ukraine, etc. Eh ben non, tout compte fait, les Chinois, même s'ils regrettent, ils l'ont déjà exprimé, que cet événement soit arrivé, il semblerait qu'ils ne portent pas fait et cause à l'encontre de Vladimir Poutine et conservent leur alliance avec la Russie, une alliance d'intérêt évidemment, intérêt militaire, premier lieu, et deuxième lieu, énergétique, et qui plus est, on a appris que a été signé plus ou moins un accord pour tirer un pipeline entre la Russie, la Chine et je crois même l'Inde. Donc finalement, j'ai envie de dire que là, les Occidentaux commencent à faire un petit peu la gueule, parce que il y a un renforcement finalement, un renforcement de ces pays émergents face à la volonté de cette instauration, de cette installation du monde unipolaire sous contrôle et pouvoir occidental, qui plus est américain, couvert. Donc là, la situation, si vous voulez, elle ne s'améliore pas. Elle s'améliore encore moins avec les propos de Van der Leyen, qui a prétendu que la situation était loin de s'apaiser. Pardon. On a Orban qui est en train certainement de motiver une volonté de certaines organisations d'aller balancer des ONG dans son pays pour essayer de le dégager, parce que évidemment monsieur joue les réfractaires. Nous avons le Danemark récemment, le Danemark qui vient de dire attendez, pardon, attendez,
vous venez de dire quoi, l'Europe? Que vous voulez plafonner le prix? Mais non, on n'est pas d'accord. En quoi vous avez la légitimité de vouloir imposer un plafonnement des prix du pétrole et du gaz? Mais vous êtes qui? Là, c'est en train de partir dans tous les sens. Mais le pire, c'est que ça part dans tous les sens. Mais on a l'impression, en les écoutant, qu'en réalité, moi je suis désolé, vous devriez être inquiet parce que, comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils n'ont absolument pas l'intention de changer. Ils n'ont nullement l'intention de remettre tout sur la table. Ils ont la ferme intention de vouloir continuer leur délire. Et à mon avis, ça va très mal finir. Parce que c'est en train de bouger un peu partout, surtout en Europe. Hein, vous l'avez vu, l'extrême droite a gagné en Suède. Attention, hein, les extrêmes. Alors là, évidemment, vous avez tous les sensibles, les idiots utiles de gauche qui sont en train d'hurler sur les réseaux sociaux en disant oui, regardez la montée du fascisme en Europe. Ben oui, mais la faute à qui? C'est bien gentil de montrer du doigt toujours les extrêmes droites, les fascistes, les partis souverainistes, les traités de fachos, de néo-nazis, de pétainistes, etc. Mais s'ils existent, ces gens-là, c'est qu'il y a bien une cause. Et la cause, elle vient d'où? Elle ne viendrait pas pendant ces 20 dernières années de vos conneries, à vous, les gauchistes, à force de voter pour des gens qui se sont foutus de votre gueule, et qui même encore aujourd'hui se foutent de votre gueule, hein, littéralement. Mais non. Il y a un moment donné où, de toute façon, quand ça va commencer à partir en vrille, ces gens-là, ça va être les premiers à commencer à hurler, à pleurer, à crier maman. Je rappelle que les armes qu'on envoie à l'Ukraine, on fait des pieds et des mains pour essayer d'éviter que l'opinion sache que à la fois il y a de l'argent et du matériel qui disparaissent. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on entend? On entend à Nantes, à Lyon, des professionnels de la sécurité qui commencent à dire que c'est pas que des feux d'artifice qui sont en train d'être sortis, c'est des armes. À Nantes, on a entendu des armes, des tirs d'armes à feu. D'ici là que demain, sur les réseaux sociaux, on entend des gens dire il y a eu une saisie, une planque d'armes dans une banlieue, etc. Et comme par hasard, on a retrouvé des fusils d'assaut qui étaient censés être en Ukraine. Mais ils le savent de toute façon. Ils le savent que l'information, que ces données-là remontent à un moment donné à la surface. Donc, ils vont s'empresser à mettre le couvercle. Là, on a appris, par exemple, que l'Élysée a demandé à un certain nombre de rédactions de certains médias de contrôler, de maîtriser. C'est mal barré. On va revenir à un autre sujet un petit peu plus divertissant et informatif. L'un d'entre vous m'a demandé de savoir ce que je pensais éventuellement, de faire une petite analyse sur la fréquentation des salles de cinéma et faire le comparatif avec évidemment le streaming. Alors, évidemment, c'est un sujet que je connais bien. Pour bien mettre en place les choses, je pense qu'il est important que nous refixions certains éléments, certaines données concernant le sujet. Je rappelle, l'exploitation cinématographique, c'est une convention collective qui dépend de l'industrie du cinéma. Et oui, même en France, ce qui régit de façon légale l'activité liée au cinéma, ça s'appelle l'industrie du cinéma. Cette industrie, elle détermine différents secteurs. Vous avez le secteur de la production, là où on fabrique les films. Vous avez les secteurs de la distribution, là où on s'occupe de distribuer les films dans les réseaux d'exploitation français et internationaux. Vous avez donc l'exploitation, ce sont les salles de cinéma, et ensuite vous avez la
diffusion, c'est-à-dire la diffusion sur les différents supports, que ce soit le DVD, le Blu-ray, le streaming et les chaînes de télévision. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'exploitation. Il faut savoir que l'exploitation, donc les salles de cinéma, en général, pas tout le temps, chaque décennie a accompagné les salles de cinéma à la fois d'une révolution et d'une crise. Je rappelle, dans l'histoire, fin du 19e siècle, les premières compagnies se créent pour produire des petits films de 5-10 minutes, diffusés dans des salles de cinéma comment on appelle, nomades, si je peux m'exprimer ainsi, puisque c'était des salles de cinéma qu'on trouvait en règle générale dans les fêtes foraines. À partir des années 1905-1910, là il y a une sédentarisation des salles de cinéma. Le cinéma devient une industrie. Une industrie qui coûte cher, parce que la pellicule à l'époque coûte très cher. C'est pour cette raison qu'en règle générale, on tournait les films non pas en 24 images secondes, mais plus souvent en 12 ou 16 images secondes, et diffusés en 24 images secondes. Oui, il y en a un qui me dit, mais pourquoi en 24 images secondes? 24 images secondes, tout simplement parce que c'est le seuil qui permet de projeter, ou tout du moins de flasher, le terme me semble bien approprié pour que vous compreniez bien le principe, de flasher en fait une image successivement, enfin, des images successives sur un écran. Sauf que si vous flashez une image, vous allez me dire, oui, mais comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, vous avez votre lumière, vous avez la pellicule, et vous avez une sorte de cache, une sorte d'objet qui va obturer la fenêtre devant laquelle se trouve l'image. Et donc, source de lumière, pellicule, image, on obture. On ouvre, on ferme. On passe à la seconde image, on ouvre, on ferme. On passe à la troisième image, on ouvre, on ferme, etc., etc. Ça vous allez dire, mais on voit rien. Eh bien non, vous ne voyez rien tout simplement parce que grâce à ce standard des 24 images secondes de l'époque, eh bien c'est tout simplement la particularité de votre œil qui fait le reste du travail. C'est ce qu'on appelle la persistance rétinienne. C'est-à-dire cette persistance rétinienne fait que lorsqu'on vous flash une image, une dixième de seconde par exemple, eh bien en fait votre œil va garder l'image pendant que la seconde image se positionne et flash de nouveau. Donc en réalité, vous ne voyez absolument pas les flashs. Petite anecdote, c'est pour cette raison que des fois, peut-être que vous avez fait cette expérience à l'époque quand on faisait des projections avec des films en pellicule à 24 images secondes, eh bien il suffisait que dans une salle obscure, vous déplaciez votre main. Alors quand vous déplacez votre main, vous voyez ma main comme ça, elle se déplace, c'est très fluide le mouvement. Eh bien en réalité, si vous faisiez ça dans une salle de cinéma avec un film en 35 mm, eh bien tout d'un coup vous allez avoir un effet comme ceci. Exactement le même effet que vous avez dans les boîtes de nuit avec ce qu'on appelle les fameux stromboscopes, les lumières stromboscopiques, ces fameux flashs qui à un moment donné vous donnent l'impression de bouger comme des robots. Eh bien c'était exactement le même processus que l'on pouvait voir, que l'on pouvait observer dans une salle de cinéma si on connaissait un petit peu la technique. Donc voilà pour l'aspect technique. Donc à l'époque, au début du XXe siècle, comme la pellicule coûtait très cher, ils tournaient les films en 12 ou 16 images secondes, je ne me souviens plus exactement, et les diffusaient en 24 images secondes. C'est pour cette raison que les films muets de l'époque, eh bien les personnages, on a l'impression d'un effet d'accélération. Les technologies vont évidemment apporter des améliorations. Il va y avoir le son qui va arriver. Le son va obliger, et derrière aussi les laboratoires, à faire en sorte que les pellicules soient plus accessibles, moins chères, pour pouvoir faire des films non plus en 12 ou 16 images secondes, mais en 24 images secondes. Parce qu'évidemment, si vous intégrez du son sur un film que vous tournez en 12 ou 16 images secondes, si vous le diffusez en 24 images secondes, il y a un moment donné, vous allez vous rendre compte que au niveau du son, il va y avoir un problème. Et puis va arriver la couleur, vont arriver les formats, le fameux cinémascope, etc. Donc les salles de cinéma, elles vont s'adapter. Elles vont faire des grandes salles, elles vont faire des grands écrans. Je rappelle, quand on voit les grandes salles, comme les temples du cinéma que l'on peut voir encore aujourd'hui sur Internet, qui existent encore
très rare aujourd'hui aux États-Unis, c'était des écrans relativement carrés. C'était un format qu'on appelait un format 1.33, pour ceux qui connaissent. Et puis au fur et à mesure du temps, on a commencé à faire des formats 1.66, 1.85, et puis le fameux 2.35 qu'on appelle plus vulgairement le cinémascope, le scope. Donc les cinémas vont évidemment devoir s'adapter. Alors, au fil du temps, jusque dans les années 40, le cinéma reste évidemment un divertissement populaire. Les cinémas vivent très très bien de la fréquentation, sauf qu'à partir de la fin des années 40, les choses ont commencé à se gâter. Elles vont se gâter pourquoi? Tout simplement parce que, évidemment, l'industrie cinématographique, essentiellement européenne et américaine, et beaucoup américaine, vont commencer à produire de plus en plus de films. Sauf que le problème, c'est que les cinémas, eux, sont en général des salles uniques. Donc ils sont obligés de programmer les films à des heures différentes. Or, si vous vouliez voir un film, mais que vous travaillez dans la semaine, et que ce film n'est diffusé en semaine qu'à 14h ou à 16h, bah évidemment, vous ne pouvez pas aller le voir. Il faudra attendre le moment où le cinéma décidera de le reprogrammer à 18h ou 20h. Malheureusement, des fois, c'est pas forcément évident. À partir des années 50, le problème va se poser. C'est-à-dire que là, on va commencer à voir aux États-Unis des cinémas qui vont émerger ce qu'on appelle les multisalles. C'est-à-dire des multisalles qui vont permettre de pouvoir offrir un ensemble de films à des horaires permanents toute la journée. Phénomène qui va arriver également en France à partir des années 60. Un peu forcé. Forcé par quoi? Exactement par le même problème que les cinémas aux États-Unis vont connaître. C'est-à-dire une concurrence. La concurrence de la télévision. La télévision va se démocratiser dans les années 60 en France et va pousser, malheureusement, les cinémas de quartier à finir par disparaître au profit des grands groupes qui, eux, vont construire des cinémas ou vont racheter des grandes salles pour les partitionner et faire 4 salles, 6 salles, 7 salles dans les volumes à disposition. Et ce qu'on va appeler donc les multisalles. Et on va comme ça offrir évidemment un spectacle cinématographique avec un plus grand choix disponible pour essayer de tenter de faire un petit peu concurrence à la télévision. Même si aux États-Unis, dans les années 70, le câble va se démocratiser et par le câble, évidemment, des chaînes privées qui vont commencer à proposer évidemment du cinéma. Sauf que dans les années 70, il y a un autre concurrent qui va arriver. Ce concurrent, c'est évidemment la vidéo. La fameuse cassette vidéo qui va arriver également dans les années 80. Et dans les années 80, en France, on va véritablement voir l'impact de la vidéo, qui plus est aussi en France avec l'arrivée de Canal+, à partir de 1984. Au début des années 80, il faut savoir que le nombre d'entrées que faisaient encore les salles de cinéma était relativement important. Et je vais vous donner quelques chiffres tout à fait symboliques pour que vous compreniez bien l'évolution qui va avoir lieu pendant ces 30 dernières années. Alors, en matière de chiffres, c'est important de voir un petit peu ces chiffres pour que vous compreniez un petit peu la suite des choses. Pour vous donner un exemple, voir la fréquentation des salles, en 1970, en France, on était à un niveau de 184 millions d'entrées. Parmi ces 184 millions d'entrées, vous aviez 90 millions d'entrées pour le cinéma français, soit 49% de part de marché. Le cinéma américain, lui, faisait 47 millions, soit 27% de part de marché. Et les 25% qui restent, c'était les autres films européens pour la plupart. En 1975, on est à 180 millions d'entrées. 91 millions pour le cinéma français, 50%. Film américain, 48 millions, 27%. Et les autres films, 22%. Donc, pendant les années 70, le cinéma français est plutôt en bonne forme. Il est présent. Sauf que l'arrivée de la vidéo dans les années 80, vous allez voir,
va être tout à fait significative. 1980, commence à arriver la vidéo en France, mais de façon très marginale, à des prix très très chers, seuls éventuellement les riches qui peuvent réussir à acheter du matériel aux États-Unis en importation. Et ça va commencer. En 1980, nous sommes à 175 millions d'entrées. Le film français représente 47%, le cinéma américain 35%. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 ans, le cinéma américain a presque gratté 10% de part de marché. En 1985, je rappelle, 1984, la vidéo, vous vous souvenez pour ceux qui se rappellent, il y avait la fameuse taxe. Cette taxe qui a freiné le marché et qui a très rapidement disparu. Et là, c'est l'explosion du marché de la vidéo en France. Et nous sommes toujours à 175 millions d'entrées. En revanche, là, nous sommes à 78 millions de tickets pour le cinéma français, soit une part de marché de 44%, et le cinéma américain, lui, monte à 39%. En 1990, la fréquentation des salles, donc entre 85 et 90, la vidéo, d'accord, la vidéo explose, VHS, vidéo club, etc. Nous descendons à 121 millions d'entrées en France. Et le cinéma français ne représente plus que 37% des entrées. C'est le cinéma américain qui, lui, finit par se tailler la part majoritaire à 55% de part de marché. En 1995, entre 90 et 95, les groupes vont commencer un peu à réagir. C'est-à-dire que c'est là où ils vont commencer à construire des multiplexes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des cinémas multisalles avec 6, 7, 8 salles, voire 12 salles pour peut-être les plus grands, là on va commencer à construire des temples du cinéma de l'ordre de 16, 20, 24 salles, etc. En 1995, donc 129 millions d'entrées. On a réussi peut-être à remonter un petit peu la fréquentation. Mais le cinéma français reste à 45 millions d'entrées, soit 35%, et le cinéma américain, lui, reste toujours à 55%. C'est-à-dire dans les années 90, il a fallu qu'on réagisse, parce que le cinéma américain était en train tout simplement de bouffer le marché. Pour cela, les exploitants, évidemment, ont commencé à développer, donc, comme je vous le dis, des multiplexes. Puis on a commencé aussi à mettre de la qualité. Si dans les années 80, certains cinémas, assez rares, étaient équipés de stéréo, pour la plupart des autres cinémas, ils fonctionnaient encore en son mono. À partir du début des années 90, là, les cinémas, les groupes, comme les petits cinémas indépendants, ont commencé à réagir en disant on ne peut pas se permettre de continuer à proposer des films en mono. Donc il faut absolument que les salles soient équipées au moins en stéréo, voire avec des premiers systèmes, les premiers systèmes de son atmosphérique, alors ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui on pourrait appeler ça les 5 points, oui 5 points qui vont commencer à se développer. Alors je rappelle les 5 points, le 5 c'est gauche, droite, centre, ambiance gauche et ambiance droite, et le 1 c'est toujours le subwoofer, c'est-à-dire le caisson de basse. En 1980, il faut savoir que en France, on avait 4500 écrans pour 1 400 000 fauteuils. Je rappelle, dans les années 60-70, beaucoup de cinémas vont disparaître. Mais dans les années 80, pour ceux qui ont connu cette époque, on se souvient de ces petits cinémas de quartier qui ont été transformés en cinéma pour adultes. En 1985, on a augmenté le nombre d'écrans, on est à 5153 écrans pour 1 276 fauteuils. C'est-à-dire qu'on a augmenté le nombre d'écrans, mais le nombre de fauteuils a baissé. Pourquoi ? Tout simplement parce que les grandes salles ont été tout simplement réduites. C'est-à-dire que si vous aviez une salle de 1500 places, la salle devenait une salle de 600 places, et on faisait 2 petites salles derrière,
avec 70 places, 100 places, etc. Donc on perdait évidemment en nombre de fauteuils. En 1995, on a perdu des écrans, on est à 4614 écrans pour 992 000 places. Alors parmi tous ces cinémas, parmi tous ces écrans, on va définir à partir de la fin des années 70, début 80, deux types de cinéma. Vous allez avoir les cinémas commerciaux. Donc les cinémas commerciaux, on les connaît, je vais donner leur nom, hein, c'est Pathé, UGC, Gaumont. Même si aujourd'hui Gaumont n'est plus une société d'exploitation, puisque en 2000, Gaumont et Pathé ont fusionné dans une société qui à l'époque s'appelait Europalace, mais qui ensuite a été renommée Cinéma Gaumont-Pathé. Sauf que Pathé a fini par racheter les parts de Gaumont, donc aujourd'hui, quand vous allez dans un cinéma Gaumont, en réalité, vous n'allez plus chez Gaumont, vous allez chez Pathé. C'est pour ça que, pour la petite anecdote, il faut savoir que dans les prochaines années, si vous avez dans votre ville un cinéma Gaumont, eh bien ne soyez pas surpris si demain il connaît une rénovation et qu'il va changer tout simplement d'enseigne, il va devenir Pathé, puisque Pathé pour l'instant a une autorisation exceptionnelle de conserver l'enseigne Gaumont sur les cinémas, mais elle doit modifier et changer et faire disparaître ce logo Gaumont. Peut-être que certains cinémas symboliques, comme celui à Paris, par exemple, le Gaumont Champs-Élysées, qui est quand même une institution sur les Champs-Élysées, peut-être que lui gardera le nom Gaumont, mais d'une manière générale, si vous avez un multiplex ou un cinéma de centre-ville Gaumont, attendez-vous à ce qu'il devienne un cinéma Pathé dans les années à venir. Et donc voilà, aujourd'hui, en matière de cinéma commercial, vous n'avez plus qu'en réalité deux groupes, UGC et Pathé. Vous avez aussi un autre groupe qui est un groupe, ce qu'on appelle indépendant, qui s'appelle CGR. Pour la petite anecdote, CGR est à vendre. Alors, bon courage, parce que CGR, ils ont fait des choix stratégiques et économiques un petit peu discutables, comme par exemple tout le matériel numérique de leur salle ne leur appartient pas. C'est du leasing. Ça va être compliqué. Et puis vous avez également d'autres petits réseaux locaux qui font de l'exploitation de cinémas commerciaux. Et vous avez ce qu'on appelle les cinémas art et essai. Alors les cinémas art et essai, il faut savoir une chose. En 1987, il y avait 807 écrans. En 1995, il y avait 803 écrans. On peut noter éventuellement en 92-93 une chute qui est tout simplement due au fait que les coûts d'exploitation ont augmenté, puisque comme je vous l'ai dit, on a commencé à essayer de vouloir faire un peu plus de qualité, à offrir du confort aux spectateurs. Malheureusement, il y a beaucoup de petits cinémas d'art et essai qui n'avaient pas les moyens du tout de passer sur ce niveau-là. Les cinémas d'art et essai, c'est évidemment des cinémas qui ont une particularité, contrairement aux cinémas commerciaux, c'est que c'est des cinémas qui sont subventionnés. Ils sont subventionnés, pourquoi ? Tout simplement parce que s'ils devaient se contenter de vivre uniquement avec les recettes des billetteries, mais ils n'y arriveraient pas. C'est impossible. Que les choses soient bien claires, les cinémas d'art et essai ne peuvent pas vivre avec uniquement la billetterie, voire même des ventes de produits, de produits de consommation, tels que le pop-corn, les boissons, etc. Donc c'est des cinémas qui ont besoin d'être soutenus par de l'argent public. Qui plus est, pour la petite anecdote, quand on a eu le passage au numérique à partir des années 2009-2010, là aussi les cinémas d'art et essai ne pouvaient pas acheter le matériel. Ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les budgets. Donc en France, qu'est-ce qu'on a fait ? En France, on a trouvé un juste compromis, c'est-à-dire que pour chaque copie numérique, alors à l'époque on fonctionnait, même si c'est très rapidement, les films on les a reçus par internet en haut débit, mais au début on commençait à les recevoir en disque dur. Donc on parle en copie, comme on parlait en copie avec les pellicules 35 mm. Le prix
le prix d'une copie, alors pour vous donner un outil de comparaison pour que vous compreniez que les salles de cinéma, au niveau de l'exploitation, ça a permis quand même de faire pas mal d'économies. Alors même si l'investissement matériel est quand même assez important, mais je peux vous garantir que les groupes, eux, ils ont amorti le matériel assez rapidement. Puisque de souvenir, je crois qu'un équipement numérique, projecteur plus les systèmes de son adaptés, puisque les salles de cinéma n'ont pas changé, par exemple si elles avaient déjà des amplis, déjà leur leur chaîne sonore, etc. Leur chaîne sonore, elle s'adaptait sans problème. Il y en avait à peu près en moyenne c'était entre 30 et 50 000 euros pour le matériel. C'est-à-dire projecteur, installation, etc. par unité. Donc vous voyez, c'est quand même pas donné. Donc on a eu l'idée, c'est sur les copies, tout simplement, le coût d'une copie, c'est 150 euros. Le coût à l'époque d'une copie 35 mm, c'était quasiment, je crois, presque 1000 euros. Donc on passe de 1000 euros à 150 euros. On a fait des économies. Bon, par contre, les labos qui tiraient les copies à l'époque, eux, par contre, il y a eu beaucoup de dégraissage, beaucoup de licenciements, etc. Malheureusement. Et ils ont eu l'idée tout simplement de rajouter 50 euros sur le prix d'une copie. C'est-à-dire que le prix d'une copie, ça coûtait 200 euros. Et les 50 euros rajoutés, eh bien, allaient sur un fonds. Et ce fonds commun a permis de financer les cinémas ARSC, les petites structures en matériel numérique. Voilà, ça c'était pour votre connaissance personnelle. Et donc les cinémas d'ARSC touchent des subventions, à condition qu'évidemment, ils diffusent des films d'auteurs, des films d'ARSC. Donc c'est pour cette raison que vous avez dans beaucoup de villes des petits cinémas qui diffusent uniquement que des films qui ne sont pas diffusés dans les grands groupes d'exploitation. Et qui plus est, c'est des salles de cinéma qui aussi peuvent diffuser des films commerciaux, surtout si c'est des petites villes ou des petits villages qui ont des cinémas. Alors les cinémas sont classés RSC, mais évidemment pour permettre quand même l'accès à la culture, l'accès à des films commerciaux, eh bien en général ils programment aussi des films commerciaux, mais ils les ont pas au moment de la sortie des films, ils les ont je crois 2 ou 3 semaines plus tard, etc. puisque ils font un turnover des films, etc. Et un des avantages, c'est souvent des fois des salles d'arrêt essai, donc plutôt là des grandes villes, qui diffusent les films commerciaux en version originale, sous-titré français. Pour la petite anecdote, c'est tout simplement parce que sur le prix d'un ticket, la part distributeur est moins importante. Parce que oui, quand vous achetez un ticket de cinéma, il faut vous dire que le prix ne va pas entièrement dans la poche de la salle de cinéma. En règle générale, le prix d'une place de cinéma, le cinéma récupère entre 30, 35, 40, 45%. Pourquoi entre 30 et 45%? Tout simplement parce que sur le prix de la place de cinéma, vous avez également une part qui va au distributeur. Et le contrat d'exploitation prévoit que, par exemple, vous avez actuellement Top Gun, le distributeur de Top Gun dit voilà, sur les 2 premières semaines, notre part sur la recette c'est 45%. Et à partir de la 3e semaine, notre part sera dégressive de 40%. Et puis au bout de 5 semaines, de 35%. Donc le cinéma, lui par contre, augmente sa part sur la recette. Et maintenant, vous comprenez pourquoi certains cinémas gardent un certain nombre de films pendant 6, 7, 8, voire 10 ou 12 semaines. Parce que plus ils les gardent longtemps, si les films se maintiennent, et c'est le cas d'ailleurs de Top Gun, depuis que Top Gun est sorti, Top Gun Maverick, le film se maintient plutôt bien en matière d'entrée. Donc là, c'est tout bénef pour les cinémas, puisque le film est déjà plus de 4 ou 5 semaines d'exploitation. Et sur le prix du billet, évidemment, vous avez aussi des taxes, vous avez la TVA, taxe spéciale, la SACEM, vous avez le fonds commun du CNC, le fonds commun européen, etc. Donc vous voyez,
Quand on dit généralement, quand vous payez une place de cinéma, en fait vous payez 2 fois. Oui, parce que sur tous les films français, il y a des chances que ces films français soient subventionnés par de multiples subventions, hein, subventions du CNC, du ministère de la Culture, de la région, du département, du fonds commun de la municipalité, de l'organisation, de l'association pour l'aide au financement des films, etc. Donc c'est votre argent, c'est de l'argent qui vient de l'impôt. Hein, ne soyons pas naïfs sur ce point, pour la raison qu'on dit que très souvent, sur le nombre de films français, alors je crois aujourd'hui c'est entre 250 et 300 films français qui sont produits chaque année, en réalité il y en a peut-être qu'une dizaine qui rentrent dans leurs frais par rapport au coût de production. Les autres en réalité c'est à perte. Après, ils peuvent éventuellement réussir à faire rentrer un petit peu de brousouf dans les caisses en vendant les droits télévisuels ou vendant le film, par exemple, au streaming. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y a une petite hypocrisie un petit peu avec le streaming vis-à-vis de certains cinéastes, parce qu'ils savent que de toute façon, leur film ne fera jamais une rentabilité en exploitation salle. En revanche, aujourd'hui, le marché du streaming peut être un marché intéressant puisque ça permet de vendre des films et fournir les catalogues des streamings. Après, il y a la chronologie des médias en France qui pose encore problème. On va y revenir un peu plus loin. Et donc, on revient donc dans les années 90. Dans les années 90, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits à l'échelle nationale, de la part des groupes, pour essayer de faire revenir le spectateur cinématographique. Et à partir de 96-97, oui, là, les entrées vont commencer à remonter. À partir de 2000, là, on va réussir à dépasser les 200 millions d'entrées annuelles. Donc, le challenge a plutôt été réussi, puisqu'on a remis de la qualité, on a remis de l'offre, c'est-à-dire qu'on a ouvert véritablement un éventail d'offres aux spectateurs cinématographiques. Et qui plus est aussi avec des opérations. C'est-à-dire qu'à partir du début des années 2000, va commencer aussi une guerre des prix. UGC va jeter le pavé dans la mare avec son fameux abonnement mensuel. Vous payez, alors à l'époque c'était 18 €, je crois, 15 ou 18 €, et vous pouviez aller autant de fois au cinéma que vous voulez. Pathé Gaumont ont suivi également, ils ont créé également leurs propres produits. Pour vous donner un ordre d'idée, que la France reste quand même un pays où le cinéma, où l'exploitation cinématographique n'est pas négligeable, et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui ça pleure un petit peu dans les chaumières. Comme je vous l'ai dit, en 1989, la France possédait 4658 écrans. En 1994, alors je n'ai pas le chiffre récent, mais au moins en 1994, on était à 4414 écrans. Eh bien, vous le croirez si vous voulez, mais sur l'ensemble de l'Europe, la France est le pays le mieux équipé en nombre d'écrans. Pour vous donner un exemple, en Grande-Bretagne, en 1994, il n'y avait que 1790 écrans. En Espagne, 1888. Ceux qui peuvent éventuellement prétendre à talonner la France, eh bien c'était l'Allemagne. C'était l'Allemagne qui possédait 3763 écrans. Sinon, tous les autres pays, alors vous avez l'Italie quand même, le cinéma italien quand même important, qui possédait 2209 écrans. Sinon, tous les autres pays, Pays-Bas 423, la Grèce 320, l'Irlande 191, la Belgique 439, l'Autriche 384, donc la Suisse 483, la Suède avait 1177 écrans en effet. Donc, évidemment, la France s'est quand même positionnée sur l'échelle européenne en matière de cinéma et en matière d'exploitation sur une plus ou moins très bonne échelle. D'où la raison pour laquelle le cinéma européen, les producteurs européens, évidemment, étaient très intéressés pour vendre leurs films en France. D'où la raison pour laquelle l'existence même des cinémas d'art et essai était très importante, parce que c'était par l'intermédiaire de ces réseaux indépendants art et essai que le cinéma européen existait. Pour vous donner un outil de comparaison un peu plus large, en Europe, on a estimé
En 1994, on était à 18 805 écrans sur l'ensemble de l'Europe. Aux États-Unis, 26 586 écrans. Donc vous voyez la proportion, finalement, même si on est à 18 000 écrans et 26 000 aux États-Unis, c'est pas aussi énorme que ça aux États-Unis. C'est pas aussi énorme que ça aux États-Unis, tout simplement parce que les Américains, eux, par contre, on peut dire qu'à partir des années 50-60, il y avait énormément de cinéma, quasiment tout, même les petites bourgades, les petites villes avaient leur propre cinéma. Et aujourd'hui, vous pouvez regarder sur Internet, il y a des photographes qui ont des sites, qui font des bouquins sur ces cinémas américains qui ont disparu, qui existent toujours, mais qui aujourd'hui ont été transformés en restaurants, comme on a connu aussi en France. Aujourd'hui, vous avez encore les murs de certains vieux cinémas qui existent, mais qui ont été transformés, comme le chantait d'ailleurs Eddie Mitchell dans sa chanson La dernière séance, étaient transformés en garage, en parking ou en supermarché. Et d'ailleurs, question parking, pour la petite anecdote, vous avez sans doute peut-être vu dans certains films cette salle de cinéma ou même vu des photos. C'est le Michigan Theater que j'ai eu la chance de voir, qui est un très bel exemple de ces grands temples du cinéma américain qui ont finalement été tués par la télévision et par la vidéo et qui a été transformé en parking et qui a été utilisé dans pas mal de films, dont je crois Transformers, le troisième, le deuxième, le quatrième ou le troisième, je ne sais plus. Alors il y a un projet en effet actuellement à Détroit, éventuellement de le restaurer. Mais il y a un autre cinéma à Détroit qui est le 20th Century Fox, où j'ai eu la chance également d'aller, qui lui a été entièrement rénové et est aujourd'hui protégé au titre du patrimoine de la ville de Détroit. Et vous avez aux États-Unis un certain nombre de salles de cinéma comme ça, comme vous les avez vues, un peu dans le style de ce que vous pouvez trouver en France, à Paris, avec le fameux Grand Rex, le Grand Rex, qui est aujourd'hui l'institution à l'image de la grande salle de cinéma, de spectacle, etc. Alors il y en a beaucoup aux États-Unis malheureusement qui ont disparu, même si dans certaines villes aujourd'hui on essaye de sauver ces salles en les transformant en salles de spectacle ou en les louant. Il se trouve que les salles dans lesquelles je suis allé, c'était souvent pour des cérémonies de remise de diplômes universitaires. Donc voilà, je veux dire, aux États-Unis, on peut dire que la disparition des salles de cinéma à cause de la télévision et de la vidéo, ça a été un massacre sanguinolent. En France aussi, on peut dire tout ce qui a été les cinémas de quartier, ceux vantés dans les années 80 par l'émission justement toujours d'Eddie Mitchell, La dernière séance, ces cinémas-là ont disparu. Ces cinémas-là, peut-être que certains d'entre vous les ont connus, c'était des cinémas qui faisaient des soirées avec un ou deux films, et avec des entractes parfois animés, vous aviez parfois des spectacles, vous aviez des concerts, etc. Donc c'était véritablement une institution, c'était la sortie populaire. Sauf qu'évidemment, ça a un coût, et ce coût-là n'a plus eu lieu d'être à partir de la fin des années 60 et dans les années 70, où là on est passé véritablement dans de l'exploitation cinématographique purement industrielle, c'est-à-dire vous achetez vos tickets, vous rentrez dans la salle, vous voyez votre film, après vous en allez. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ces cinémas dans les années 60, que peut-être nos parents, nos grands-parents ont connus? C'est peut-être qu'aujourd'hui, ça serait peut-être la solution pour essayer de sauver les meubles. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, début des années 2000, on a retrouvé une grande fréquentation parce que on a redonné au sens du spectacle. Des films comme Titanic, par exemple, ont contribué à motiver toujours plus les salles d'exploitation à investir pour faire de la qualité. À partir des années 2005-2006, on a commencé à parler du numérique. Le numérique a énormément permis de développer les programmations des cinémas. Le cinéma où je travaillais, il y avait 16 salles. 16 salles où on pouvait, dans certaines salles, éventuellement mettre 2 programmes, c'est-à-dire 2 films, mais on ne pouvait pas plus parce que
La pellicule, techniquement, était un problème, un frein. Alors que le numérique, dans le numérique aujourd'hui, dans une salle, donc la salle c'est un projecteur, un serveur, et dans le serveur, vous avez des disques durs, là on est sur du 5 Teraoctets, vous pouvez mettre 8, 12 films. Et c'est-à-dire que sur une même journée, vous pouvez mettre du 4, 5 ou 6 séances avec des films différents. Voire même intervertir des films suivant le type de film, parce que vous avez des films, par exemple les films familiaux marchent mieux l'après-midi que le soir, donc au lieu de pénaliser une grande salle le soir, eh bien on change le film de salle, etc. Et là, avec le numérique, évidemment, c'est extrêmement facile, c'est extrêmement ludique. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un moment donné où là, il y a eu aussi le problème des productions qui sont trop longues. C'est-à-dire qu'on a vu des films qui commençaient à faire 2 heures, 2h30, 3 heures. Sauf que ça, je peux vous dire que pour des exploitants, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que vous ne pouvez pas faire 4 séances ou 5 séances par jour. Vous pouvez faire grand maximum 3 séances. Et 3 séances, ce n'est pas rentable. D'où l'intérêt qu'ont eu certains producteurs, certains réalisateurs, à commencer à lorgner vers les streamings. Parce que le streaming a permis à des réalisateurs de faire des films qu'ils n'auraient jamais pu exploiter en salle. Mais pas seulement cet aspect professionnel, ce confort professionnel pour les réalisateurs et les producteurs. Ça a aussi eu un impact, évidemment, sur vous. Parce que les salles de cinéma, oui, c'est du spectacle. Oui, c'est du grand écran. Oui, dans certains cinémas aujourd'hui, vous avez même une offre de voir les films en format IMAX, en format Dolby Atmos, en format 4DX, moyennant quand même un coût supplémentaire. Il y a eu la 3D. Très rapidement, nous autres, les professionnels, on a été très clairs, on a dit la 3D, c'est du gadget, ça sert à rien. C'est de la merde. D'autant plus que professionnellement, nous savions que sur 10 films qui étaient proposés en 3D, seulement 1 ou 2 étaient tournés en 3D. Les autres étaient des films qui étaient en fait réétalonnés en 3D. Et souvent, les films réétalonnés, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des films qui sont tournés en 2D et qui ensuite sont retraités l'image est retraitée pour générer un effet 3D, mais en général, le travail alors c'est un travail qui est très coûteux à faire, c'est-à-dire réétalonner un film, ce qu'on appelle un film à plat, pour le mettre en 3D, ça coûte très très cher. Donc en règle générale, pareil, on cherche le moindre coût, et souvent, c'est des 3D qui sont faits en Inde ou en Thaïlande, des trucs comme ça, et il y a des fois des films, je peux vous garantir, par exemple, l'un des films les plus ignobles que j'ai pu voir en 3D, c'est le Alice avec Johnny Depp. Ce film-là, c'était une catastrophe au niveau de la 3D. Donc, même encore aujourd'hui, un film qui est proposé en 3D, en règle générale, le film n'est pas tourné en 3D. Je pense que Avatar, les prochains avatars de James Cameron, eux sont tournés en 3D. Donc c'est pour ça que la qualité d'image est nettement supérieure. Mais la 3D, ça reste du gadget, soyons honnêtes. Donc les cinémas ont investi pour faire une offre. Sauf que ce qu'ils n'ont pas vu venir, comme d'ailleurs ils n'avaient pas vu venir au début des années 2000 le problème du téléchargement illégal, moi je me souviens très bien, professionnel, qui disait oui, regardez l'article du film français, si vous connaissez ce magazine, qui est un magazine de référence professionnelle, ils ont fait un article en disant oui, alors en effet, le téléchargement illégal, ça pose un problème, etc. Déjà, les producteurs américains et distributeurs américains, on l'a bien vu, commencent à recentrer les sorties en faisant non plus des sorties échelonnées, mais des sorties mondiales, puisque peut-être pour certains d'entre vous se souviennent que très souvent, dans les années 80-90, vous aviez des films qui sortaient aux États-Unis l'été et sortaient à partir d'octobre-novembre en France, comme par exemple Disney, le fameux Disney de Noël que vous n'avez certainement pas raté dans votre jeunesse.
eh bien en général, les films étaient sortis déjà aux États-Unis au mois de juillet ou au mois d'août. Or, évidemment, le téléchargement illégal a porté préjudice, puisque quand ton film sortait au mois de juillet aux États-Unis, qu'il fallait attendre octobre-novembre en France, bah, les petits malins qui réussissaient à télécharger une version screenée et réussissaient à le voir. Donc, c'était de la perte. Attention, c'était de la perte qui s'est commencé à calculer en millions d'euros. Donc là, c'est pour ça que très rapidement, dès la fin des années 90, les producteurs américains, sur des gros films, ont commencé à réduire les temps de sortie, et du coup, évidemment, ça a été un coût supplémentaire, parce que là, c'est pas échelonner les coûts de sortie, les coûts de production des copies, parce qu'il faut faire aussi les doublages, et tout ça pour les pays. C'est pour ça que dès les débuts des années 2000, les fameux Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux, les Star Wars, etc., eh bien c'était des sorties mondiales. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, tous les gros films aujourd'hui sont des sorties mondiales. Et d'ailleurs, je précise que vous avez un avantage en France, c'est que vous voyez les films souvent avant tout le monde, parce que en France, les films sortent le mercredi, alors qu'aux États-Unis, les films sortent le vendredi. Eh oui. Et donc, pour lutter justement sur les téléchargements illégaux, à l'époque, il y a des professionnels qui disent oui, mais ça reste très marginal. Et nous, on disait, professionnels, attendez, on en reparle de 3 ans, quand l'Internet va exploser, parce que là, en effet, il y a peut-être un Français sur 5 qui possède Internet, mais dans 2 ans, ils seront 3. Puis dans 4 ans, ils seront 4. Donc vous multipliez les risques de téléchargement. Bon, à partir de 2004-2005, ça n'a pas loupé. Là, quand on a commencé à faire le bilan des pertes à cause des téléchargements illégaux et des screeners, bon, là, oui, il va falloir trouver une solution. Et est arrivé au même moment, eh bien, le cinéma numérique. Et là, le cinéma numérique, évidemment, ça a permis de faire les calculs très rapides. C'est-à-dire, même si c'est un investissement assez important en matériel pour la transition avec le 35 mm, à terme, ils sont rentrés dans leurs frais assez rapidement. Sauf que le problème, c'est que tout a été calculé sur la fréquentation qu'il y avait à l'époque. Je rappelle, à l'époque, on est sur du 200 millions. 200 millions d'entrées en France. L'année 2021, 51 millions. Bah oui, il y a eu le Covid. Mais j'ai envie de dire, avant le Covid, les chiffres commençaient à accuser le coût d'une transition autre, qui est celle du spectateur lambda. Ce que j'appelle le spectateur lambda, c'est le cinéma de masse, dont une partie est passée sur le streaming. C'est-à-dire qu'avant l'apparition du streaming, et je dirais même avant l'apparition d'Internet, on arrivait à remplir des salles avec des films qui aujourd'hui font moins de 10 ou 20% de ce qu'ils faisaient dans les années 90 ou les années 80. Regardez, tout le monde chante gloire dès qu'un film fait 1 million d'entrées. Moi, je peux vous dire, dans les années 80, 90, milieu des années 90, quand je suis rentré dans ce milieu-là, un vrai succès, c'est un film qui faisait 5 millions d'entrées. Donc vous voyez, on a réévalué le succès à la baisse. C'est-à-dire qu'à l'époque, un film qui faisait 5 millions, c'est génial. C'est un gros succès du box-office. Là, aujourd'hui, un film qui fait 1 million, c'est un succès box-office. Alors que pour certaines productions, 1 million d'entrées, parce qu'on parle en entrée en France, évidemment, on ne parle pas en recettes, il y a des chances que en fait, le film ne soit pas du tout rentable. Parce que, évidemment, les exploitants, pour faire revenir des gens au cinéma, ils ont créé des opérations, ils ont créé des produits. Donc ça a fait chuter le prix moyen. C'est-à-dire que si en effet, si vous n'allez pas régulièrement au cinéma, vous allez
vous n'avez pas accès à des cartes ou des chèques comité d'entreprise, etc., quand vous allez arriver au cinéma le samedi soir pour la séance à 20h, vous avez le tarif plein. Et là, le tarif plein, excusez-moi l'expression, mais il vous fait mal au cul. Pareil, les étudiants, pourtant eux, ils ont un tarif étudiant, mais même les étudiants aujourd'hui, ils se plaignent que le cinéma est trop cher pour eux. Alors, la solution, c'est quoi ? La solution, c'est au bout d'un moment de se dire qu'au lieu de faire 1 ou 2 sorties par mois au cinéma, qui va vous coûter 10, 20, 30 euros, si vous y allez à plusieurs, si vous prenez un abonnement Netflix, alors je ne sais plus à combien est l'abonnement en France, mais vous y retrouvez. Vu que là, en plus de ça, on est en pleine guerre entre Amazon Prime, Netflix, Disney+, surtout Disney+, qui aujourd'hui, en l'espace de quelques années, a réussi à conquérir le marché, parce que sa stratégie, et c'est là que je vous ai dit en début de vidéo tout à l'heure où je voulais en venir, c'est que le fameux Disney de fête de fin d'année, cette année, vous n'en aurez pas en salle de cinéma. Parce que Disney, pour capter des abonnements, son film de fin d'année, il va être sur Disney+. Souvenez-vous l'année dernière, en pleine pandémie, les polémiques sur le fait que les salles réouvraient, mais qu'un certain nombre de films étaient diffusés sur des streamers, alors qu'ils étaient prévus à l'origine dans les salles. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo pour traiter ce problème. Alors aujourd'hui, il y a eu un petit assouplissement. Sauf que le problème, c'est qu'aux États-Unis, vous avez 2 groupes. AMC, détenu par un groupe chinois, et Regal, qui est la société dans laquelle je travaille. Sauf que Regal appartient depuis 5 ans à un groupe britannique qui s'appelle Cineworld. Cineworld, c'est un groupe britannique qui possède une multitude de cinémas à travers le monde et beaucoup en Europe. Alors pas du tout en France, puisque vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés, en France on est super bien équipé en matière de cinéma et il y a une sorte de protectionnisme. Il y a eu pendant un temps le Village Roadshow qui a essayé de s'installer en France, il a ouvert 2-3 cinémas je crois, au bout de 2-3 ans il a fait demi-tour, il est parti parce que les coûts de fonctionnement sont beaucoup trop chers. On a même Besson sous le label Europa qui a essayé de se lancer dans l'exploitation, je crois qu'ils ont ouvert 2 cinémas. Pareil, lui au bout de 2-3 ans les 2 cinémas ont été rachetés par Pathé. Donc vous voyez c'est très compliqué de s'installer en France parce qu'il y a quand même un certain protectionnisme. Le groupe Cineworld possédait et avait racheté un certain nombre de groupes, alors en Allemagne, en Italie, en Espagne, Portugal, en Grèce, en Israël, aux Pays-Bas aussi, si ma mémoire est bonne. Et ce groupe était le second groupe mondial d'exploitation cinéma. Et bien il y a 15 jours, la société a fait faillite. Elle a fait banqueroute. Parce qu'elle n'a pas réussi à retrouver sa fréquentation d'avant pandémie. Et pourquoi ? Tout simplement parce que une partie du public, qui plus est aujourd'hui avec l'inflation, qui plus est aujourd'hui avec la gestion Covid qui a été faite et qui pousse aujourd'hui un certain nombre de gens, alors à la fois des gens qui ne veulent plus aller dans les lieux publics, parce que ils ont trop peur d'attraper le Covid. Malgré toutes les consignes, les précautions, etc. Bon bref, de toute façon, aujourd'hui, la fréquentation des salles de cinéma est confrontée en réalité à un cumul d'événements. Premier événement, le streaming. Aujourd'hui, le streaming, forcément, a fait reculer un certain nombre de gens d'aller plus souvent au cinéma parce que grâce au streaming, ils ont l'accès à un catalogue. Même ceux qui veulent voir les films nouveaux. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la chronologie des médias. En France, je rappelle, si ma mémoire est bonne, suite à derniers accords qui ont été passés,
je crois que Canal+ a réussi à obtenir un délai de 6 mois entre la sortie en salle et la diffusion sur Canal, sur le bouquet Canal. Netflix a réussi à obtenir un délai de 15 mois entre la sortie en salle et la diffusion sur le Netflix français. Mais les autres, Disney+, Amazon, etc., eh bien, sont obligés de respecter les 22 mois entre le moment où le film sort en salle et la disponibilité de diffusion sur les différents supports. Vous voulez un exemple? Cet été, ou avant un petit peu moins, au mois de juin, je crois, est sorti le Marvel, le 4e Thor, le fameux film Thor, Love and Thunder. Eh bien, en France, le film sera disponible sur Disney+ que l'année prochaine. 22 mois. Or, il faut savoir que, peut-être vous avez pu voir sur d'autres vidéos, des gens qui font des vidéos, des youtubeurs qui sont sponsorisés par des VPN. Ces fameux VPN qui ont des services, et parmi ces services qui ont évidemment attiré beaucoup d'internautes, c'est la possibilité de simuler votre adresse IP dans un autre pays. Et de fait, si vous avez un Netflix ou un Disney+, on va prendre, puisque j'ai pris l'exemple de Thor, si vous prenez Disney+ français, ben vous ne pourrez pas avoir Thor, pas avant 22 mois après sa sortie en salle. En revanche, si vous avez un VPN, votre VPN va vous permettre de simuler votre IP aux États-Unis, et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir accès au Disney+ américain, et vous allez pouvoir voir Thor, Love and Thunder. Je rappelle, le film est sorti au mois de juin. Et en salle, en France, bah les directeurs de salle, les exploitants, etc., ils sont en train de pleurer. Alors que ça fait depuis des années qu'on le dit. Mais non, de toute façon, ça reste marginal. Et, il y aura toujours des gens pour aller au cinéma. Oui, il y aura toujours des gens pour aller au cinéma. Mais moins. Oui, il y aura toujours des gens pour aller voir Top Gun Maverick. Parce que Top Gun Maverick n'est pas disponible sur des plateformes de streaming. Je crois qu'il est disponible en version téléchargeable digitale depuis, je crois, 2-3 semaines. Mais vous devez payer cette version, comme vous pouvez acheter un DVD, par exemple. Alors, évidemment, Top Gun Maverick eh bien, est toujours à l'affiche aux États-Unis et comme est toujours à l'affiche en France. Et fait encore relativement de bonnes entrées. Parce qu'évidemment, beaucoup de gens qui voudraient voir le film, eh bien, aujourd'hui, n'ont pas le choix, sont obligés d'aller le voir en salle. Parce qu'il n'est pas disponible sur une quelconque plateforme de streaming. Et que là, peut-être que les entrées vont commencer à chuter puisque les copies digitales aujourd'hui circulent. Donc circulent en français, en anglais, etc. Donc c'est un petit peu l'exception. Mais les streamings aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de réalisateurs, de producteurs aujourd'hui qui s'orientent vers les streamings. Pourquoi? Parce qu'ils ont une meilleure liberté de faire des œuvres telles qu'ils les souhaitent. Ce qu'ils ne peuvent pas faire avec les salles de cinéma, qui elles ont des impératifs de temps. Parce qu'elles veulent pouvoir mettre un maximum de séances. 4 séances, 5 séances. Alors là, le Nirvana, c'est 6 séances par jour. Sauf que quand vous avez un Scorsese qui fait son film avec Robert De Niro, qui est le Irishman fait, je crois, plus de 3 heures. C'est impossible à programmer dans une salle de cinéma. Déjà le Titanic, à l'époque, le Titanic a été un casse-tête. Il a fallu qu'on réclame des copies supplémentaires pour mettre le film dans différentes salles, échelonner les séances. Ça a été le même problème avec les Seigneurs des Anneaux, par exemple. Parce que les films étaient longs. Donc il fallait obligatoirement faire une offre beaucoup plus importante. Donc il fallait développer plus de séances, donc mettre le film dans plusieurs salles. Pour la petite histoire, il faut savoir que en France, je crois me souvenir qu'un cinéma ne peut pas mettre plus de 35% de son parc de salles pour
un seul film. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salles de cinéma qui sont un petit peu aux abois et on peut considérer qu'il y en a beaucoup qui font une entorse majeure à cette règle. Raison pour laquelle, certainement, peut-être qu'il vous est arrivé que vous vouliez aller voir un film samedi soir à 19 h et que vous arriviez et qu'on vous dise « Ah désolé, suite à un problème technique, on peut pas projeter le film ce soir. » Par contre, si vous regardez l'écran, vous voyez, il y a combien? 30 séances pour Top Gun. Comment un cinéma de 12 ou 14 salles peut faire 30 séances par jour de Top Gun? Tout simplement parce que sur les 14 salles, eh bien, il y en a 7 ou 8 qui diffusent Top Gun. Puis en plus de ça, attention, il y a les différents formats. Vous avez le Top Gun en format 2D classique. Vous avez un Top Gun en 3D. Vous avez un Top Gun en IMAX. Vous avez un Top Gun en Dolby Atmos, 4DX, etc. Donc c'est-à-dire pour un film blockbuster, déjà les cinémas équipés sont déjà pénalisés de devoir le jouer dans les différents formats dont il fait une proposition. Sauf que ça pénalise les autres films. Pour la petite anecdote, encore une fois de plus, personnellement, il m'est arrivé assez souvent de recevoir l'ordre de ne pas diffuser un film dans une salle et de déplacer une copie pour jouer la copie du film qui fait plus d'entrées dans la salle à la place du film qu'on était censé jouer. Sauf qu'une fois ça a raté, je me souviens très très bien, c'était à l'époque le fameux film de Valérie Lemercier, Mariage princier, je crois. Mariage de princesse, je ne sais plus. Enfin, c'était son film qui était un petit peu inspiré de l'histoire de Diana. Et nous avions deux grandes salles. Une salle de 600 places et une salle de 490 places. La salle de 600 places, évidemment, était prise par le film de Valérie Lemercier. Sauf que le film a extrêmement bien marché. Donc on a reçu une deuxième copie. Sauf que même avec la deuxième copie, qui était mise dans une salle de 200 places, on a fait complet plusieurs heures avant. Le responsable du cinéma vient me voir en me disant « Bon, on déplace le film qui est dans la salle de 400 places, on intervertit. » Ok. Sauf que le film qui était dans les 400 places, c'était le Sweeney Todd de Tim Burton, Warner. Sauf que Warner, quelques jours plus tard, ils ont su qu'on avait viré leur film de la salle de 400 places pour la mettre dans une salle de 100 places. C'était sa première semaine d'exploitation. Alors vous savez, quand vous sortez un film, les premières semaines d'exploitation, alors ça dépend des contrats, c'est une semaine ou 2 semaines, il y a une obligation de mettre le film dans une capacité définie. Or, le film de Sweeney Todd était prévu dans première ou deuxième capacité dans tous les cinémas. Or, mon responsable a pris le risque de ne pas respecter le contrat. Évidemment, il s'est fait taper sur les doigts, et on a été obligé de garder pendant 2 semaines un film qui ne faisait pas d'entrée dans une salle de 400 places. La punition. Donc ça, voilà, ces petites anecdotes comme ça, pour vous donner un petit peu l'esprit de ce qui se passe parfois dans les salles de cinéma. Et donc aujourd'hui, dans cette époque post-pandémique, dans cette époque d'inflation, dans cette époque de guerre, de folie absolue, eh bien les gens, je pense que la majorité du public a plutôt tendance à essayer aujourd'hui de se détendre, de se détendre par le cinéma. Or, ils ne vont pas aller au cinéma tous les jours. Surtout qu'en plus, le cinéma aujourd'hui, ça devient une sortie coûteuse. Alors, oui, on a entendu, oui, on a vu des articles, des reportages, des documentaires qui vous démontraient que non, c'est faux, le cinéma n'est pas plus cher qu'avant. Oui, sauf qu'avant, il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas le streaming. Parce que, attention, pareil, quand on veut défendre un outil qui est aussi un outil de business, surtout en France, 7e art. Alors,
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on en est à une époque charnière. On est à une époque charnière où aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, tous les grands groupes qui ont fait énormément d'investissements, investissements matériels, qualité, construction de nouveaux multiplex, etc., basaient leur budget, basaient leur rentabilité sur le cinéma de masse. Or, s'il y a encore 10 ans, le cinéma de masse permettait de faire rentrer des brousous dans les caisses avec une quinzaine de films par an, aujourd'hui, les films qui font énormément d'entrées, on les compte quasiment sur les doigts d'une main. Ne serait-ce que cette année, en 2022, nous sommes, je crois, à 91 millions d'entrées en cumul. Donc il reste encore 3 mois. Donc on va certainement être encore en dessous des 150 millions d'entrées. Donc on est très très loin des marges. Je rappelle, 190 à 200 000, voire 250 millions d'entrées qu'on faisait il y a encore une dizaine d'années. Donc vous comprendrez que les cinémas, les grands multiplex, etc., ils ne rentrent plus dans leurs frais. Ils ne rentrent plus suffisamment d'argent. D'où la raison pour laquelle le Cineworld britannique a fini par faire faillite. Et la situation ne va pas s'améliorer, tout simplement parce que on matraque de plus en plus le spectateur. Alors si aux États-Unis, on a toujours une fréquentation de masse sur certains films, le problème c'est qu'aux États-Unis, on amortit les films à très court terme. C'est-à-dire que, en règle générale, un gros blockbuster, dès le premier week-end, on se gave. Et après, ça y est, c'est fini. Le film prend une vitesse de croisière et reste en général 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, grand maximum à l'affiche. C'est pour ça que Top Gun actuellement fait vraiment l'exception, parce que Top Gun arrive à se maintenir plus ou moins bien. Et donc, c'est pas le cas en France. Parce que si aux États-Unis, quand vous entrez dans un cinéma, il y a du personnel, il y a de la présence. Alors qu'en France, quasiment tous les gros groupes aujourd'hui vont de plus en plus vers la dématérialisation. D'ailleurs, regardez, il y a 10 ans, vous achetiez un ticket, vous pouviez imprimer votre ticket. Aujourd'hui, votre ticket est sur votre téléphone portable. Dématérialisation. Et vous avez aujourd'hui des cinémas qui commencent à installer des tourniquets. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a même plus de contrôleurs. Alors, il y aura toujours des gens, mais qui seront des gens plus de sécurité, pour zioter, pour vérifier, pour contrôler si tout se passe bien, etc. Mais il n'y aura plus d'agents d'accueil. Il n'y aura plus de caissiers. Il n'y aura plus de vendeurs. Ah oui, parce que distributeur automatique. Donc, démerdez-vous. On tente un peu le self-service en France, malheureusement. Si le self-service aux États-Unis, ça marche très bien parce que les Américains sont en grande majorité relativement honnêtes. C'est pas le cas en France. Je suis désolé. Moi, on m'a soutenu des situations, des stratégies commerciales, oui, l'ouverture, oui, la mise en avant des produits, etc. Oui, sauf qu'en fin de mois, quand vous arrivez à 100, 150 ou 200 produits manquants et qu'on vous pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé, et que vous leur dites, tout simplement vos produits mis en avant, hein. C'est le problème, on ne peut pas mettre un agent d'accueil derrière tous les présentoirs pour vérifier si les gens qui prennent le produit le payent à la caisse. Et c'est ça un peu le problème aussi. Dans l'exploitation, vous avez des gens aujourd'hui qui ne sont pas des professionnels de l'exploitation cinématographique. Ce sont des financiers. Ce sont des gens qui parlent business, qui parlent argent. Donc, à votre question, je vous dirais tout simplement que malheureusement, la fréquentation des salles et le streaming, la guerre est ouverte. Et la situation va empirer. Voilà. Longue vidéo pour vous expliquer tout ça. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.